Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Lydie. Bonjour. Alors je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans les fabuleux locaux de l'Intercontinental Lyon Hôtel-Dieu avec à mes côtés ce matin Lydie Catalano. Vous êtes la dirigeante, la cofondatrice de deux entreprises dans l'IA Marketing. On va parler de cet univers qui est un peu mystérieux, mais vous êtes bien là en vrai avec moi, à mes côtés. Lydie, je suis vraiment ravie de vous accueillir ce matin pour ce Café des Lyonnes. Vous avez un parcours absolument incroyable. J'ai l'impression que vous avez déjà eu 1001 vies, alors que vous êtes toute jeune. Donc, on va partager avec vous un petit peu ce parcours. Vous allez nous dire ce que vous avez fait. On va essayer de pas trop être bavarde, parce que je sais que ça va être le challenge aujourd'hui pour ceux qui vous connaissent et ceux qui me connaissent aussi. Lydie, première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée? Et ça veut dire quoi pour vous, l'engagement? Alors oui, je pense que je peux me définir comme une femme engagée aujourd'hui, déjà par le choix de mon parcours, être passée du fonctionnariat, de prof d'art plastique à la finance après les attentats à Paris, Charlie, Paris, tout ça. C'était important pour moi de faire bouger les choses. Donc, je pense que quand on prend des décisions aussi radicales, on est engagé. Et donc, comment je manifeste mon engagement? Déjà, IA Médical. Donc, aujourd'hui, on offre des produits gratuits pour trouver des ressources en santé mentale autour des problématiques comme le burn-out, le harcèlement scolaire, les maladies d'Alzheimer. Et donc, avec cette entreprise, moi et mon équipe, on montre notre engagement tous les jours. Ah ouais, c'est assez impressionnant. Vous avez fait un virage un peu à même pas, je sais même pas 360, c'est pire que ça. C'est des pirouettes que vous avez fait. Alors moi, je l'ai pas vécu comme ça. Moi, mon parcours artistique, c'était qu'est-ce qui motive les gens à aller d'un point A à un point B. Ouais. Donc je viens de la psychiatrie légale en documentaire et je viens du portrait. Donc l'humain a toujours été au centre de mes recherches et en fait, en finance, en marketing, on va rajouter la brique donnée. Donc, qu'est-ce qui va motiver les gens? Donc, on a une notion influence, comment on leur donne les bons messages au bon moment, et une notion aussi de quantitativité. Ce qui est dur quand on est en art, c'est qu'on va vous dire j'aime ou j'aime pas. Quand il y a des chiffres, c'est plus 30 ou moins 30. Donc, vous arrivez à concilier les deux? Oui, j'ai l'impression que oui. Et même, je pense que c'est au-delà de concilier, ils s'enrichissent mutuellement. Je ne peux plus faire l'un sans l'autre. Lydie, vous avez l'impression aujourd'hui qu'en France, en tous les cas, les femmes, elles sont suffisamment présentes dans le débat public? Alors, je pense que les femmes ne sont pas assez présentes tout court, que ce soit dans le débat public ou dans différents éléments, dans certains postes en entreprise, dans certaines filières, notamment dans la technologie. Donc non, ça a progressé, vraiment. On a aujourd'hui des rôles modèles qui sont intéressants, qu'on peut suivre, que ce soit dans des fonctions publiques ou même dans les médias. Mais on est au tout début de notre histoire et ça fait pas 100 ans aujourd'hui qu'on a des droits. Oui, c'est sûr, le droit de vote, notamment. Mais vous, concrètement, dans votre secteur d'activité, vous faites un peu figure d'exception. Vous êtes une femme à la tête d'entreprise de l'IA que vous avez cofondée. Et vous menez un peu le lead sur des sujets de marketing, de santé, on l'a dit un petit peu tout à l'heure. Vous en avez beaucoup des collègues comme vous? Alors, pas assez. Je pense qu'il y en a plein que je n'ai pas encore rencontrés. Ce qui fait vraiment figure d'ovni, c'est que je ne suis pas développeur et pas ingénieur. En plus d'être une femme. D'accord. Donc, j'ai un peu plusieurs tares. D'accord. Mais j'ai la chance d'être entourée d'une équipe de développeurs cofondateurs qui m'a toujours fait confiance. Sur IA Marketing, je suis la seule femme de mon équipe. Et c'est eux qui m'ont mis à la tête du poste. À la base, moi, je suis associée avec mon frère. Et j'avais demandé à ce que ce soit lui qui porte le projet. Et quand on s'est lancé en 2020 et qu'on a eu comme premier partenaire IBM, IBM préférait ma manière à moi d'amener les choses. Et donc, j'ai été élue et un peu... parachutée. Malgré vous. Voilà, parachutée là-dessus parce que moi, ça faisait rire notre premier investisseur. Quand il arrivait, il disait « She's the brain ». Et moi, je répondais « Je suis chef de projet ». Et pour lui, c'était pas logique parce que, effectivement, mon équipe technique me fait vraiment confiance sur tout ce qui est stratégie d'entreprise. On est vraiment en co-construction, c'est-à-dire les gens avec qui on travaille, on est à plat, on n'est pas pyramidal, mais on vit en Lydie-Rani. C'est quand même moi qui tranche. Ça veut dire, par contre, c'est intéressant ce que vous venez de dire, ça veut dire que même quand on vous présentait comme le cerveau, vous aviez tendance à dire « Ah non, moi je suis que chef de projet ». Vous étiez en... Chef produit, ouais. Ouais, donc, donc ça veut dire qu'à chaque fois, les femmes, elles se dévalorisent un petit peu? Ou elles sont trop humbles? C'est quoi? Qu'est-ce qui leur manque aux femmes pour réussir? On minimise. Donc, quand on a été financé pour IA Médical, on a eu un coaching. Donc, j'étais avec les gens du groupe de financement, la seule femme. Donc, déjà, c'est pas évident.
Et elle me dit, c'est marrant, quand vous vous présentez, vous dites, j'ai fait un petit projet sur la maladie d'Alzheimer et la prévention du suicide. Elle dit, il n'y a personne qui dirait petit. Enfin, vous avez des milliers d'utilisateurs, vous avez levé plus d'1 million, c'est pas un petit projet. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, je dirige une petite équipe, je fais des petits projets. Et ça, c'est un vrai travail à faire. Je suis pas en capacité de dire d'où ça vient. Je peux pas dire aujourd'hui, on m'a martelé là-dessus ou pas, parce que je m'en rappelle pas. Mais de facto, vous le ressentez comme ça. Je l'exprime, c'est pire que ça. Comme ça. J'ai même pas un ressenti. De base, c'est une petite entreprise, quoi. J'ai un petit CA. Alors Lydie, on va faire un petit peu on va revoir un petit peu avec vous votre parcours. Vous allez nous expliquer ce que vous avez fait pour arriver d'un seul coup, enfin pas d'un seul coup d'ailleurs, mais pour arriver à l'IA. Mais d'abord, moi j'ai une question. Quand vous étiez petite, vous vouliez faire quoi quand vous plus grande, une fois que vous seriez plus grande? C'était quoi votre rêve de petite fille? Avocate. Avocate en quoi? En fait, je voulais être criminaliste. Ah, c'est précis. C'était précis et j'ai lu le pullover rouge, qui pour moi était une erreur. Et je me suis dit que je serais incapable d'assumer le fait de m'être trompée ou d'avoir défendu la mauvaise personne. Ah, ça vous a traumatisé? Ça m'a... ouais. En tout cas, je me suis pas dit que c'était quelque chose dans lequel je pourrais être à l'aise et m'épanouir. Et ensuite, du coup, je me suis orientée vers la création de personnages et donc les beaux-arts, sur tout ce qui est portrait, documentaire. Et j'ai fait des documentaires sur la gestion des délinquants en prison à travers la psychiatrie. Non, mais attendez, expliquez-nous ça. Je veux dire, comment ça vous faites des... Enfin, je veux dire, on se réveille pas un matin en se disant qu'on va faire ça? Alors moi, toute mon équipe pourra vous dire, Lydie, elle se réveille un matin. C'est vrai? Ah ouais, c'est là le produit. Mais vous étiez une petite fille rêveuse, vous aviez plein d'idées tout le temps. C'était quoi votre enfance? Alors moi, j'ai l'avantage d'avoir des parents qui m'ont ouvert à plein d'arts. Mes parents, ils sont garagistes dans les Hautes-Alpes. Ouais. Donc ma maman, elle avait vraiment envie que je teste plein de choses. Donc j'ai fait du piano, j'ai fait de la danse classique pendant 15 ans, j'ai fait du dessin. Je lisais beaucoup et ce qui m'intéressait, c'était vraiment de raconter une histoire et de créer des expériences. D'accord. Et ça, du coup, quand vous vous dites j'ai envie de faire vivre quelque chose à quelqu'un, vous allez faire plein de sujets. Donc, aux Beaux-Arts, mon premier sujet, c'était la représentation de la folie au cinéma et notamment des femmes. Pourquoi on était taxé d'hystérique. Oui. Et donc, j'ai travaillé pendant 2 ans, notamment, à aller récupérer des images dans les hôpitaux psychiatriques pour commencer à écrire là-dessus. Ouais. Mais quand vous vous dites, je vais faire les beaux-arts, par exemple, vous vous dites quoi? Vous vous dites, tiens, moi, vous vouliez faire quoi? Enfin, c'était quoi votre idée? Je pense qu'à ce moment-là, à mon époque, c'était sélectif plus, parce que ça dépendait pas du ministère de l'enseignement. Donc déjà, il fallait rentrer et mes parents m'avaient dit, comme c'est compliqué et que tu as des capacités scolaires, tu fais une école et si tu la rates, tu iras en fac de droit. D'accord. Donc j'ai eu le droit de tenter ma chance une fois sur une école. Ouais. J'ai eu la chance d'être dans les 30 premières. Ok. Et donc, en fait, après, c'était... vous construisez entre guillemets, votre âme d'artiste. Et après, donc, je me suis dit, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la partie installation cinéma. Donc, je suis passée des Beaux-Arts à la fac de littérature et de cinéma. Et après, à Lyon, vous étiez... À Lyon, ouais. Je suis arrivée à Lyon comme ça. Et c'est comme ça que je me suis intéressée au documentaire. Et je travaillais déjà... le monde dans lequel on n'a pas le droit de rentrer, qui fait peur aux gens, m'a toujours fascinée. Je ne saurais pas vous dire... ma grand-mère s'est suicidée. Donc, quand j'avais... en 2004. Ouais. Et du coup, ça a été... c'est quelque chose qui est... Ouais, c'est un marqueur. C'est un marqueur, mais c'est surtout la perception des gens différents. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de dire, une société, elle se construit comme ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va donner à voir pour que les autres comprennent mieux. Okay. Et donc, quand je suis rentrée aux Beaux-Arts, je me suis dit, il y a la peinture, il y a le portrait. Après, en fac de cinéma, on peut rédiger du documentaire. Donc, j'ai été 10 ans aux côtés du professeur Lamotte à filmer des interviews et à comprendre que le langage, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement déterminant dans la manière dont un individu va se construire. Ouais. Et c'est ce langage-là qui est vraiment le fil rouge de tout ce que je fais. Ah oui, donc finalement, dans votre expression artistique, vous êtes allé explorer toutes ces facettes du langage. C'est intéressant parce que finalement, je vois où on va, parce que moi, je vous connais un petit peu, mais donc ça, c'est ce côté, votre façade artistique, vous l'avez exploré pendant 10 ans, c'est ça? Vous avez à peu près. Ouais. Donc là, vous faites du documentaire, vous allez du coup auprès de gens qui sont malades, qui sont suivis, c'est ça? Vous faites des... Exactement. Je vais filmer des séances de thérapie entre des psychiatres et des personnes en obligation de soins, puisque j'étais dans le cadre des prisons lyonnaises. Et là, vous vouliez faire quoi? Vous vouliez démontrer quelque chose? En fait,
Démontrer, je sais pas, parce que je trouve que c'est compliqué de démontrer. L'idée, c'était de donner à voir. Ok. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui va dire, je cherche pas à vous convaincre. Par contre, je veux que vous ayez l'information. Et dont je me suis aperçue, c'est l'influence et l'importance du langage. Je pense que instinctivement, je l'avais. Mais de l'écrire, de le rédiger, de faire le mémoire, parce que voilà, c'est pas juste faire un dispositif filmique documentaire, c'est justifier chaque plan, chaque parti pris, chaque dispositif. C'est la différence, la démarche artistique, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis à l'IA. La démarche artistique, pour moi, c'est le propre de l'humain. Ouais. Donc moi, mon objectif, c'était de dire, voilà, je vais donner à voir des gens que vous voyez jamais parce qu'ils sont en prison. Et je vais vous montrer le travail des gens pour essayer de les réhabiliter. Ok. Et donc, à quel point le langage, c'est intéressant, et cette interaction entre deux personnes via le langage. Ok. Donc ça, vous faites vos documentaires. Oui, jusqu'à à peu près. Enfin, alors voilà, ça m'a suivi tout le long. J'enseigne en même temps, parce que je fais mon documentaire. Et en fait, on m'a proposé des grosses chaînes d'acheter mes images. J'ai pas voulu les vendre. D'accord. Parce qu'ils voulaient le montage final. Et vu que les propos pouvaient être dérangeants, il fallait que je l'ai le montage final. Parce que vous racontez pas du tout la même histoire. Bien sûr. Donc voilà, donc je l'autofinance et je sors ce projet et ça me prend 10 ans. Il a 10 versions. Enfin, vous savez, comme tous les artistes, on a Final V1, Final V3. Cette fois, c'est la finale. et du coup, j'enseigne et il arrive 2015, attentat Charlie Hebdo. Attendez, juste, je vous interromps ça. Donc, vous enseignez. C'est-à-dire que vous étiez prof dans quel... c'était quoi dans votre discipline? Oui, moi, j'étais prof en cinéma et arts plastiques. Et donc, j'ai un concours classique, CAPES. Et vous enseignez à quel âge? Enfin, c'était quoi vos étudiants? Ils avaient quel âge? J'ai eu de la 6e au BTS, moi. D'accord. Ah oui, donc c'était quand même assez divers, là, le public. Ouais, j'avais beaucoup de niveaux différents. En cinéma, c'était des BTS. Ouais. En histoire des arts, c'était des lycéens. Et en arts plastiques, c'est le collège classique. Ok. Donc vous avez en plus cette casquette et cette expérience de prof. Ouais. Ok, donc là, on reprend. Attentat Charlie Hebdo, 2015. Ouais, et février, je passe un concours en finance. Mais alors, ok, donc je comprends, il y a un choc en 2015, mais pourquoi vous faites de la finance? Parce que j'avais fait littérature, j'ai fait cinéma, j'ai fait art plastique, j'ai fait beaux-arts. Fallait que je teste un truc différent et mon petit frère, il m'a dit, tu vas aller vers autre chose parce que tu vas t'ennuyer très vite et il faut que tu changes complètement. Enfin, là, Et pourquoi vous voulez changer? Enfin, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de quitter ce que vous étiez en train de faire? Je me sentais plus en phase du tout avec les valeurs de l'enseignement. Dans tous les cas, je serais partie avec le recul. Là, c'est vraiment d'entendre des choses qui, par rapport à ma matière, étaient extrêmement violentes. D'accord. Ok, c'est la réaction des enfants? Non. Des étudiants? Les enfants, on les comprend. D'accord. C'est la réaction du système. Ah oui, qui est plus près à... Des collègues, D'accord. J'ai trouvé que les mesures qui avaient été prises à travers ces différentes atteintes à la liberté étaient quand même très légères. D'accord. Et on le voit après. Mon mari, il a démissionné après Samuel Paty. Ok. Oui, donc là, on se dit, il faut faire autrement. Et puis, on ne sert à rien. Ouais. Enfin, vous rentrez avec une mission. Moi, je suis quelqu'un d'engagé. Je rentre avec une mission. Le système est plus fort que moi. J'apporte rien. Donc, je me suis dit... Pendant mon arrêt maladie, j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais transmettre à travers YouTube. Donc, j'ai créé une série transmédia. J'ai été sélectionnée au Festival des scénaristes de Valence. Et j'ai commencé à apprendre à développer mon propre site web. Et du coup, mon frère, voyant que je faisais plein de choses différentes, et lui étant développeur, il s'est dit, moi, je suis capable de faire ça. Demain, si on veut travailler ensemble, quelles sont les compétences que moi, j'ai pas et qu'elle peut acquérir parce que on sait qu'on la met dans un environnement, elle s'en sort, quoi. Mais vous avez aucune limite, Lydie? Si. Le temps. Ah voilà, c'est la seule? Non, vous dites jamais, non, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, ou je suis pas compétente dans ça. Tous les matins. Ah bon? Tous les matins, j'ai un syndrome de l'imposteur. Mais ça vous empêche pas de faire? En fait, ce qui ne m'empêche pas de le faire, c'est qu'aujourd'hui, je porte la responsabilité d'une équipe qui est plus jeune que moi, qui aurait pu avoir un super salaire et qui a mis ses compétences à mon service. Donc, vous sortez les doigts et vous avancez. Vous sortez une responsabilité. Ouais, et puis, ils m'ont fait confiance. Donc, il y a un moment, c'est mes craintes à moi, elles ne concernent que moi, en fait. Et alors, finance, pourquoi finance? Enfin, finance, c'est hyper pointu, finance. Pourquoi pas? Ok, non, mais je ne sais pas, je pose la question. En fait, j'ai pas pris le temps. 15 janvier, 14 février, le concours. Ouais. Il y a qu'un mois. D'accord. Vous n'avez pas le temps de vous poser la question. Moi, ma vraie compétence, c'est en 48 heures, je peux changer complètement ma manière de fonctionner. Ah ouais, d'accord. Ouais.
Et donc la finance, pourquoi faire? Enfin, vous dites quoi? Je l'avais jamais fait, que si demain on voulait faire quelque chose, il fallait avoir la capacité de vendre le projet et que du coup, le parcours financement des entreprises paraissait pas bête. Et que le marketing, j'en avais déjà entendu parler. C'était quelque chose qui m'attirait et je me suis dit, quand j'ai fait la séance de porte ouverte de l'IFAG, le programme était vraiment intéressant et l'un des profs était vraiment quelqu'un, moi en tout cas, qui a fait la personne que je suis aujourd'hui. Ok. Donc j'ai fait comme d'hab, j'ai pris une école de finance, un concours, j'ai été prise dans celle-ci. Ah oui, donc vous réussissez tout ce que vous faites en fait. Parce que peut-être je tente que ce que je sais faire. Ouais. Alors, la palette est assez large. En tout cas, elle est un peu variée. Alors, elle est variée, mais dans le réel, j'ai peur de conduire. Enfin, voilà, les gens qui me connaissent, je suis très bien dans les concepts. Les percepts, c'est plus complexe. Ouais, c'est ça. Donc là, comment vous en arrivez à créer 2 boîtes, enfin 2 entreprises dans l'IA? Le Covid. Ah, encore ce fameux. En fait, dans l'IA, c'était logique puisque quand j'ai commencé à écrire ma méthodologie de marketing, j'étais en alternance pendant ma reconversion, puisque fonctionnaire, vous n'avez pas d'aide. Non. Donc, je ne pouvais rien payer. Donc, il a fallu que je trouve un patron qui accepte de me payer plus cher parce que j'étais vieille, qui a été génial. J'ai quelques mentors dans ma vie qui ont fait la personne que je suis. Lui, il avait une phrase quand j'arrivais, syndrome de l'imposteur, il disait « je pense », il me disait « non, Lydie, ou tu sais, mais je ne veux pas de tu penses ». Okay. Donc, où tu arrives avec des chiffres et on prend cette décision, mais si tu penses, je ne mets pas d'argent sur tu penses. Donc, c'est plutôt des hommes qui vous ont aidé dans votre parcours? Ouais. Qui ont été des moteurs? Ouais, moi complètement. Ma boîte de production sur mon documentaire qui était infinançable, c'était Cédric Bellu à Lyon. Mon employeur, c'était Mods. Et mon prof, c'était un prof qui aujourd'hui est retraité, qui a vraiment été là. Vous pensez que le fait d'être une femme a été un frein dans votre parcours ou pas spécialement? Alors oui et non. Ça dépend comment vous réagissez. Monsieur Johannin, il faisait pas mal de blagues qui aujourd'hui seraient vraiment perçues comme misogynes. Mais c'était sa manière à lui d'inclure les femmes dans le cours pour qu'elles réagissent. Donc je me rappelle une fois, il a dit à une collègue, mais elle est blonde parce qu'elle était en train de se recoiffer. Et je lui dis, mais venant de quelqu'un qui est chauve, c'est marrant, quoi. Et ça l'a fait rire. Ouais. Je pense que moi, je l'ai bien vécu avec mon retard d'âge. J'aurais fait et les beaux-arts. Parce que les beaux-arts, le premier cours des beaux-arts, c'est il y a trop de filles, on virera 3 filles pour garder un garçon. Ah oui. Donc, ça vous met dans l'ambiance. Ça nous met dans l'ambiance. Et donc voilà, On parle comme ça encore aux beaux-arts? Alors en 2001. Depuis, du coup, c'est passé dans l'éducation nationale. Ah, très bien. On ne parle plus comme ça aujourd'hui. Comme ça. C'est parce qu'on parlait comme ça et qu'il y a eu des gros problèmes, c'est parce que c'était au ministère de la Culture qu'ils l'ont fait bouger. Quel conseil vous donneriez aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui et qui voudraient se lancer dans des tas de choses, mais on leur dit qu'il faut faire une école comme ci, une formation comme ça? Alors, je ne sais pas si c'est un conseil, c'est un retour d'expérience. Moi, ce que ça m'a appris, 2015 et les attentats Charlie Hebdo, et la création de mes boîtes, c'est si on vous dit de ne pas le faire, allez-y. Quand on est arrivé en disant le langage et les chatbots en 2020, ça va renverser la manière dont on navigue sur Internet, tout le monde s'est foutu de notre figure. Ah oui. Personne vous a cru? Non, personne nous a cru. Et puis pour eux, c'était pas cohérent. Et les chatbots, ça marchait pas. Donc la techno était à jeter. Alors que l'interaction machine et la méthodologie, comme on le fait, et on l'a vu, nous, quand GPT est sorti, on était les premiers à pouvoir le mettre en production sans problème. Parce que la méthodologie faisait que ça fonctionnait. La brique purement texte, c'est la seule chose qui nous manquait. Ouais. Mais voilà, on avait le côté avant-gardiste. Et souvent, c'est ce que je dis, si vous êtes avant-gardiste, ou en tout cas, si les gens vous disent de ne pas y aller, allez-y. Si c'est dans vos tripes, de toute façon, il faut le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, une école, moi, j'en ai fait plein. J'ai 5 masters. Ah oui, donc, quand même. J'ai passé. Donc, vous n'êtes pas arrêté qu'aux finances? Non, après, j'ai fait une spécialisation en e-business. D'accord, ok. En e-business. Syndrome de l'imposteur, si quelqu'un ne me donne pas un papier comme quoi je sais faire, je ne sais pas faire. D'accord. Ah, c'est pour ça. Donc, j'en ai un beaux-arts, plastique, littérature. Ah oui, vous les collectionnez, ça vous rassure? Ouais, c'était mes doudous. Ouais. Ok. Ouais, ça me rassure, c'est bon, j'ai le droit de dire ce que j'ai envie de dire. Ah, ok. Mais en même temps, vous avez des équipes, donc du coup... C'est pas les équipes, c'est vraiment quand vous devez incarner quelque chose. Ouais. Aujourd'hui, je pense que c'est très important la manière dont on incarne une technologie, surtout quand on est dans l'innovation. Faut être capable de la défendre.
Et du coup, moi, alors j'en ai moins besoin, hein, mais avant, j'ai fait de la psycho. Enfin, si j'avais pas une année où j'apprenais pas quelque chose, c'était une année de perdu, quoi. Mais finalement, quand on refait un petit peu avec vous là, le tour de votre parcours, tout est une suite logique, puisque finalement, vous avez commencé via le territoire un peu exploratoire de l'art, mais déjà à travailler cette question du langage, qui était très importante pour vous, manifestement. Et là, finalement, c'est toujours la question du langage dont vous parlez aujourd'hui. Exactement. Et l'art, c'est un langage. En fait, pour moi, tout est un outil pour atteindre un objectif. Donc, la peinture, ça vous permet de décrire une émotion ou de passer quelque chose dans un langage qui est différent. Et là, je prépare une expo pour septembre. Je reviens donc enfin la boucle est bouclée, ce que vous disiez. La station que mes développeurs m'ont montée, donc on a notre propre outil de production d'images qui nous appartient, parce que je voulais tous mes droits d'auteur et je voulais pas que mes projets puissent être réutilisés. D'accord. Donc on a développé, ils ont été cool, ils ont développé mon propre outil de génération d'images. Et du coup, je peux faire des choses que je pourrais pas faire parce que dans le temps, ce serait pas possible de monter un shooting, de retravailler. Et surtout, j'ai pu l'entraîner et valoriser tout ce que j'avais fait pendant 10 ans. Oui, donc là, finalement, quand vous avez ajouté votre brique finance, vous êtes orienté vers l'IA. En disant tout à l'heure, vous aviez une vision, vous vous disiez, tiens, l'avenir, ça va être ça va être cette façon d'allier des compétences nouvelles, d'allier des langages informatiques. Oui, ouais, ça, je savais. En fait, la finance, c'est un arbre de décision. D'accord. Vous allez faire des scénarios et vous allez choisir en fonction des scores d'un environnement. Et l'intelligence artificielle expert, avant la générative, c'est la même chose. Et de ça, j'en ai extrait une méthodologie de marketing qui permet de faire la même chose. Donc, j'avais la vision que les gens auraient de moins en moins de temps et que du coup, ils auraient besoin d'accéder à une information personnalisée de plus en plus rapidement. Et donc, quelle est la manière la plus simple que de taper sa demande sans avoir à cliquer sur des trucs pour pouvoir trouver une info? Donc, c'est l'IA. Et du coup, c'est l'IA. Et là, vous vous dites, OK, donc on crée notre propre outil, notre propre technologie, c'est ça l'idée? Nous, on a commencé, grâce à la finance, à se dire, demain, on veut monter un modèle de langage, combien ça nous coûte? En France, c'est pas possible. Je vous mets dans le mille. ChatGPT, il n'est pas. Mistral, son financeur est en partie Microsoft. C'est des fonds qui viennent d'ailleurs. Donc, on s'est dit, ça, on n'aura pas les moyens. Qu'est-ce que nous, on peut faire? On va se concentrer sur, OK, c'est trop bien d'avoir de l'IA, mais à quoi ça sert? Et donc, c'est là où la méthodologie était intéressante, c'est de dire, nous, on va utiliser des outils qu'on n'a pas les finances de développer. Par contre, on va les intégrer dans un système qui vont les rendre tout de suite efficaces. Et c'est aussi pour ça qu'en 2023, Microsoft est venu nous chercher. Ah oui, rien que ça. Microsoft, carrément. On était tout seul à avoir mis en production GPT-4 à l'époque, grand public, gratuitement. Sans hallucination. Personne n'a jamais entendu dire qu'un des chatbots d'IA médicale avait menacé quelqu'un. Et donc, c'est ça qui les intéressait, c'est qu'est-ce qu'on avait mis derrière l'outil pour lui permettre de répondre de manière juste, efficace et sur un prisme. Et alors, c'est quoi le secret? La méthodologie. D'accord. Donc ça, c'est ce que vous avez développé, vous? C'est ce qu'on a développé. En fait, moi, je l'ai développé, l'équipe l'a traduit informatiquement. D'accord. Donc aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent... On avait l'équivalent du search des IA, donc on a des agents. On avait des agents avant que les gens aient des agents. Enfin, on a cette avance-là. Je pense que toutes les lianes vont se précipiter sur votre profil LinkedIn pour aller en savoir plus sur tout ça. Revoir le replay aussi du Café Débat des Lyonnes, où vous avez été notre invité. Mais Lydie, dernière question de l'émission. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous mettriez en place pour que les femmes elles soient plus présentes, visibles dans l'espace public, dans le débat public? De l'espace. On parlait d'espace. Je pense que c'est très important de mettre des rôles modèles un peu différents. Aujourd'hui, on est souvent cantonné à certains profils d'entreprise. Et je rêve demain de voir des campagnes d'affichage avec des gens différents, qui ne sont pas forcément des gens médiatisés, mais des gens qui ont fait des choses ou au point de vue de leur collectivité, ou même dans des associations. Voilà, montrer qu'on est en capacité de faire des choses, qu'on peut être tatoué. Moi, ça a été un gros sujet, le tatouage dans ma carrière. Et qu'en fait, c'est OK. Et voilà, et vraiment valoriser le fait qu'aujourd'hui, on peut passer d'une carrière littéraire à une carrière scientifique et ouvrir cet espace et arrêter de nous siloter les uns avec les autres. Parce que je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on a moins de personnes dans la tech. C'est compliqué. Enfin, moi, je vois quand je suis chez des clients et il y en a avec qui je refuse de travailler parce que
Quand c'est sur l'IA, ils arrivent en disant vous êtes les geeks et je sais que c'est mort en fait. Donc arrêtez. On vous a mis une étiquette, faut pas d'étiquette. Bah faut, en tout cas, c'est pas d'étiquette désobligeante pour après dire il n'y a pas de gens dans ces filières-là. Donc concrètement là, c'est quoi? C'est mettre en place des prix? Mettre en place des prix, des campagnes d'affichage, donner la parole à d'autres choses et montrer que une femme ou même un homme, c'est au-delà d'un genre, des compétences et des aspirations et que on réouvre des prix sur des projets. Plutôt de, moi typiquement, il y a des concours femmes de la tech auxquels, comme je ne suis pas ingénieure, je ne peux pas concourir et je trouve que du coup, ça renferme. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un peu changer les critères d'attribution des prix et proposer des prix qui soient plus transverses pour valoriser les rôles modèles féminins. Exactement. Très bien, écoutez, je crois qu'on va se quitter sur ça ce matin. Lydie, merci beaucoup d'être venue prendre ce café d'Elion avec nous. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café d'Elion. Bonne semaine. Merci beaucoup.